Bonjour, vous regardez la deuxième partie de l'aventure Jabrozad qu'on a vécue durant un mois en novembre. Pour voir la première vidéo, c'est en lien dans la description. Allez la checker parce qu'elle est super importante pour comprendre le lieu et les problématiques qui s'y rattachent qu'on va pas développer ici. Dans cette vidéo, on va laisser un temps de parole à nos compagnons d'aventure, les woofers de passage également, pour creuser la question du vivre ensemble. Mais dans un premier temps, il nous semblait important d'introduire les trésors du fond de la benne, la recyclerie gérée par les habitants de Jabrozad, que Greg nous a présenté et qu'il va vous présenter maintenant. Bienvenue au trésor du fond de la benne. Ouais. C'est déjà pas mal de commencer comme ça. Donc bienvenue au trésor du fond de la benne, recyclerie associative, quoique ressourcerie depuis l'année dernière. Pour un peu d'exégèse, la recyclerie, elle recycle. Et la ressourcerie, elle recycle et elle fait de la prévention. Il n'y a pas comme idée de valoriser les flux, mais plutôt comme idée de vraiment rendre un service dans l'absolu, un service social. Elle a aussi pour vocation de faire de la pédagogie et puis d'expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait des produits, pourquoi est-ce que ça mène à rien d'acheter en permanence et puis de jeter par la suite. Sur place, toutes les personnes qui passent, on essaye de leur expliquer avec plus de profondeur la démarche que simplement faire du tri. Les objectifs qu'il y aurait dans une ressourcerie traditionnelle, ou même que nous on aurait depuis le départ, on peut pas les accomplir, comme par exemple retaper des meubles ou quoi, juste parce qu'on n'a pas le temps. Même pas pour des questions de compétences ou d'outillage, on a ça à disposition, mais vous allez le voir quand vous allez faire des journées complètes à la recyclerie, tu t'arrêtes pas. Moi à chaque fois j'arrive le matin à 10h, je fais couler mon café et je le bois à midi et demi. Tout le monde peut acheter du coup ici ? Les adhérents peuvent acheter. En fait, tout le monde peut acheter, tout le monde doit adhérer parce que c'est une association, c'est pas une entreprise. On n'a pas de clients, on n'a que des usagers ou des adhérents. Donc chaque personne qui vient doit adhérer. L'adhésion est à prix libre à partir de 5 € et elle donne droit immédiatement à 5 € de bon d'achat. Sur la suite, je cherche un moyen pour faire en sorte qu'ils se considèrent vraiment comme part de l'association et pas uniquement comme usagers. Même si c'est le but premier de l'asso, c'est de leur permettre, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir se fournir des choses qu'ils ne pourraient pas se fournir. Mais on voit qu'il y a facilement une 50aine de personnes qui reviennent toutes les semaines. Donc quelque part, ils ont un vrai intérêt à utiliser cette plateforme. Elle leur appartient en fait. Donc maintenant, l'idée c'est de trouver un moyen pour qu'ils se l'approprient réellement, comme de véritables adhérents de l'association. Pour des questions de démocratie, il faut que les personnes s'y investissent absolument. Déjà, nous, on n'est pas capable de le gérer complètement à la mesure de ce qu'il mériterait, si je puis dire. Le lieu, aussi bien que les adhérents, il mériterait d'avoir un espace qui soit vraiment accueillant, qui soit chauffé. Parce que là, vous pouvez pas le voir, mais il fait vraiment froid. Il fait vraiment très froid. Il fait plus froid à l'intérieur que dehors. On offre un refuge matériel aux personnes, dans le sens où, bon, t'as froid, tu viens, on te file une fringue. Ou on se débrouillera pour que t'aies un poêle chez toi, ou même si t'es vraiment en galère, on va pouvoir mettre en place, faire activer le réseau pour qu'on puisse venir te filer un coup de main. Bon, ça c'est sur l'aspect purement matériel, mais il mériterait aussi d'avoir un espace humain comme ça, parce qu'il n'y en a pas. C'est à travers les paroles de Greg et les moments que nous on a vécu à la recyclerie, en y étant, en participant aux activités, qu'on perçoit vraiment l'importance de tous ces lieux de reliance entre individus, entre êtres humains, et l'importance de les perpétuer, de les renforcer, et d'ouvrir de nouveaux espaces qui permettent de partager, d'échanger et surtout de travailler collectivement. Alors pendant notre passage à Jabrozad, on a invité les woofers et les woofeuses qui étaient présentes à ce moment-là à venir échanger avec nous ensemble sur leurs expériences passées en vie collective, en woofing et sur celle de Jabrozad. Pour cet échange, on a choisi la terrasse accolée à ce qu'on appelle là-bas la Maison Javon. C'est un lieu emblématique de Jabrozad puisque ce lieu fait l'objet d'un projet de rénovation assez conséquent sur le long terme et qui permettra d'accueillir et de fédérer beaucoup plus de monde sur le lieu. Combien y a-t-il de castors en Suisse? Des castors capitalistes. Comment gérer un troupeau, comment gérer une exploitation agricole, comment gérer un terrain, c'est tout ça qui pour moi au départ était complètement inconnu. Et en fait je me rends compte que ça s'apprend. C'est très probable que ce soit grâce à la démarche même du woofing. C'est-à-dire que les autres sont là pour partager,
Et ils s'engagent là-dedans, c'est quelque chose qui les anime aussi. Ils sont pas là juste pour accueillir des gens et vivre avec eux, ils sont aussi là pour transmettre leur savoir. Et il y a cet aspect pédagogique que j'ai retrouvé dans chacun de mes woofings. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable et ça nécessite vraiment du temps, ça nécessite un suivi, une démarche entière de la part des autres. Autant nous on amène nos petites mains et nos petits sans forcément de connaissances au final, mais on apprend énormément de tout ça et c'est super intéressant même sur le point de vue humain aussi. Dans les Alpes, on était 8 ou 9 en même temps et on faisait du fruit picking, donc on allait dans les petites exploitations du coup de fruits en bio quoi, et on travaillait 4-5 heures par jour et finalement en discutant avec le gars qui nous accueillait, j'ai compris qu'en fait finalement c'est que lui avait pas les moyens de payer des salariés et que finalement le fait d'avoir des woofers et des woofeuses qui venaient, ça lui permettait de vivre de son exploitation. Il gagnait pas beaucoup d'argent en vrai et je pense que c'est aussi le cas d'une majorité des personnes qui nous accueillent finalement, où ils ont pas beaucoup de revenus, ils ont pas forcément beaucoup de moyens financiers. Et du coup, ça leur permet quand même de continuer de vivre et de continuer de faire ce qu'ils font en ayant des personnes qui viennent mais qui n'ont pas l'impression de travailler. C'est un ressenti qui est assez bizarre. C'est une main-d'œuvre. Voilà, une main-d'œuvre bénévole. Et là-dedans, ça va vraiment dépendre de la mentalité de l'hôte. En effet, maintenant, elles ont besoin de bénévoles, de woofers, pour arriver à fonctionner, pour avoir un mode de vie qui soit un minimum décent, un minimum acceptable. Et là-dedans, pour moi, c'est un gros problème puisque quand on arrive dans ces lieux-là, on ressent directement le besoin de main-d'œuvre, le besoin de travailler. Pour la survie, en vrai, pour beaucoup de cas, pour moi, c'était juste arriver à faire survivre l'exploitation agricole. Quand on est dans ce cadre-là, ça change d'un seul coup. J'arrive plus à me dire que je suis là, je suis bénévole, je suis ici pour donner un petit coup de main et apprendre. C'est finalement, on se retrouve, en tout cas pour moi, mon ressenti, c'était vraiment cette sensation de devenir salarié et d'avoir des attentes de résultats derrière. Et finalement, cette démarche de woofing, de partage, de transmission, elle s'effaçait au profit de la performance. Le problème, c'est que si tu t'en vas dans ce cadre-là, c'est la pagaille, c'est réellement la pagaille, puisqu'ils attendaient quelque chose de toi. Et c'est là où pour moi, le statut, se dire que ça fait du bien à tout le monde, on est des bénévoles, on apprend et on n'a pas cette sensation de travailler. Et d'un autre côté, il y a les autres qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Finalement, il y a un côté assez fourbe. Et en fin de compte, on se retrouve dans une démarche de travail et il n'y a plus cet apprentissage, cette éducation, cet échange de connaissances. Et pour moi, ça c'est un gros problème du woofing actuellement. Mais du coup, qui a pour cause finalement vraiment la société et le fonctionnement de notre système agricole. Ah, c'était la suite du podcast ? Non, c'était au combat. Pour moi, c'est le point fort du woofing, cet effet de passage, cette sensation de passage. On est là, on vit un moment ensemble et on profite et du coup on peut s'ouvrir, je trouve, plus facilement que quand on est dans notre cadre. Il y a toujours ces 2-3 jours un peu de gêne, tu cherches ta place, tu essaies de comprendre comment le lieu fonctionne. Et d'un seul coup, tac, il y a un petit déclic. Et de ce que j'ai remarqué, pour moi, ça arrive toujours vers le 2e ou 3e jour. Après une discussion, après une soirée où finalement, ça se décoince et on arrive à rigoler un bon coup et à être franc. Et on commence à taquiner les gens. On commence à faire des blagues où on aborde des sujets qui sont personnels. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait « Waouh !» C'est quelque chose. J'ai jamais fait de communauté et là c'est quelque chose. C'était vraiment dingue. Moi j'ai le même ressenti, un peu très impressionné en fait par toute cette activité et toutes ces personnes et je me suis dit oula, je trouverai jamais ma place. Enfin, je vais avoir du mal quoi. Alors que le premier woofing c'était cool. Bon, c'était pas une communauté donc c'était complètement différent, mais une famille et tout, donc c'était plus. Ta place t'avait été donnée en fait finalement. Oui, un peu aussi. On te l'avait encadré. Oui, on m'a dit t'es une woofeuse et puis oui, c'est vrai.
Vous étiez déjà tous bienveillants les uns les autres et tout ça, et avec une bonne cohérence, une bonne dynamique et tout ça, et du coup je me suis sentie à part, intégrée immédiatement, comme si j'étais là depuis le début avec vous aussi, quoi. Parce que moi, en arrivant, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un cadre sécuritaire en termes émotionnels qui avait été mis en place. Et que je pense qu'on l'a peut-être créé en fait de nous-mêmes au fur et à mesure. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'une personne arrivait, ça reste mon point de vue, hein, il y avait quand même cette intégration au groupe qui se faisait un peu de lui-même finalement, du besoin et de l'envie de prendre soin des autres et de les intégrer finalement, de respecter quand quelqu'un est malade, fatigué, pas au top. Ouais, moi j'étais surpris aussi par l'organisation du lieu où je suis arrivé un dimanche, on a fait une réunion, on me dit dimanche soir il y a une réunion et on parlait presque que de chantier. Et je me suis dit, mais le reste de l'organisation de la vie, enfin il n'y a pas que les chantiers, il y a tout le reste et on n'en parle pas. Et je me suis dit, bah. Tu m'avais demandé. C'est bizarre. Ouais, je t'avais demandé. Est-ce que vous avez un moment où on parle des relations humaines? Oui. Et t'avais dit, ouais, bah on en parle quand tu veux. C'est ça, ouais. Mais ouais, du coup, je me demandais si c'était pas quelque chose qui manquait, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est quelque chose de nécessaire d'avoir posé un moment où on parle de ça, des relations humaines, des émotions. Et du coup, je me demandais si c'était pas quelque chose qui manquait dans ce collectif ou pas. Je sais pas encore ce qu'il en est, finalement ça se déroule naturellement. C'est briser ses habitudes, ses certitudes, c'est la déconstruction de plein d'idées, quoi, que ce soit, ça peut être sèche, mais beaucoup d'autres choses sur le plan social. Et aussi, il y a quelque chose que je trouve cool, c'est le fait que vous soyez là, vous l'étincelle, que vous apportez. Il fait ça pour en la dehors, pub. non, L'étincelle, c'est vous le lien apparaît en dessous de la vidéo. Vous avez votre projet derrière, votre démarche, et vous êtes là pour apprendre et comprendre, surtout vous questionner. Vous questionnez le lieu, vous questionnez les gens sur leur rapport avec les autres, sur tout ce petit environnement. Et moi je trouve que ça apporte énormément en vrai. C'est toute une démarche que je n'aurais jamais effectuée moi seul. Et je pense que ça apporte du coup beaucoup à cet aspect humain. C'est la fin de cette vidéo, on espère que les sujets auront fait écho chez vous. N'hésitez pas à la partager et à commenter pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Dans la prochaine et dernière partie de notre aventure, on va essayer d'aller creuser ce qui fait la vision de Jabrozad, c'est-à-dire quel est vraiment son impact résistant et résilient localement sur le territoire du Cheylard. Qu'est-ce qu'ils mettent en place et quelles sont les méthodes à moyen et long terme pour faire émerger ces nouvelles pratiques et contribuer à ce monde nouveau qui se met en place tout doucement, mais sûrement. Et enfin, on prendra un temps pour débriefer ce qui a pu marcher, ce qui a moins bien marché, comment s'est positionné l'étincelle durant ce mois, ce qu'on a pu impulser, ce qu'on aurait peut-être pu faire, et de manière générale, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place sur les prochaines aventures. Merci de nous avoir suivis, à la prochaine, ciao!